passer au sujet médicaments, donc un sujet d'importance comme vous l'avez vu précédemment. Donc je remercie le CK et les organisateurs de cette journée de me donner l'opportunité de vous présenter un lien très particulier entre la certification et d'autres mécanismes administratifs à travers l'exemple des autorisations des pharmacies à usage intérieur, les PUI. Tous les établissements ne disposent pas de PUI. Néanmoins, on a un mécanisme administratif très particulier en ce moment. Alors pourquoi cette présentation? D'une part parce que le timing fait que dans vos établissements, vous êtes amenés à travailler sur la certification, mais également on a le calendrier des autorisations de PUI qui s'intercale. Donc c'était important pour nous de vous présenter, en fait, de vous éclairer sur les modalités d'intervention de l'ARS par rapport justement à la certification, et puis de vous montrer qu'il y a une cohérence entre tous ces mécanismes dans les actions qui sont menées sur le circuit du médicament et des dispositifs médicaux. Donc, en premier lieu, de quoi parle-t-on et quel champ? La certification comprend un certain nombre de critères, vous le savez, directs ou indirects, relatifs au circuit du médicament et des produits de santé. Des critères impératifs ou des critères plus classiques. Le mécanisme des autorisations, en fait, on a des croisements en fait, avec cette certification, et c'est en ça que la présentation... je vais vous en parler à travers des exemples. En fait, c'est une réglementation qui porte sur une des entités qui intervient sur le process, que sont les pharmacies à usage intérieur, qu'on considère quelquefois comme quelque chose d'assez logistique, mais en fait, ils ont un rôle assez essentiel, c'est un maillon essentiel de toute cette chaîne, comme vous le savez. Et en fait, finalement, une PUI, ça intervient sur l'amont, sur l'aval, et même au moment du process du circuit de médicaments. On a un certain nombre de pharmaciens qui sont responsables management de la qualité sur le médicament, sur les dispositifs médicaux implantables. Certains même sont responsables qualité. Donc on voit que tout ça s'interfère. Donc nous, au niveau des autorisations de PUI, nous intervenons sur une partie finalement du champ, mais finalement on voit aussi un certain nombre d'éléments qui se croisent. Donc un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, en fait le législateur a choisi de faire procéder aux ARS à des réautorisations de l'ensemble des PUI sur le territoire national. Donc toutes les PUI vont passer par ce mécanisme. Un certain nombre ont déjà démarré. Ce sont toutes les PUI qui ont des activités à risque, par exemple la stérilisation, les chimiothérapies, la radiopharmacie. Donc ce sont des PUI qui doivent avoir été vues avant le 31 décembre 2023. Elles doivent bénéficier d'une nouvelle autorisation pour continuer à fonctionner. C'est la phase 1. Il y a une seconde phase qui va démarrer à partir de 2024 pour toutes les PUI qui n'ont pas d'activité à risque, on va dire tout le reste. Sur notre région, ça représente, on a à peu près 250 PUI, dont 160 qui sont sur la phase 2. Donc on a quand même une masse assez importante. Donc je vous parlais des calendriers, on a des calendriers qui se croisent entre certif et ce mécanisme d'autorisation. Je ne parle pas là des autorisations de soins, qui sont encore un autre mécanisme et qui vont démarrer l'année prochaine. Le processus d'autorisation sur les PUI, je ne vais pas vous faire le descriptif de toute la diapo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une évaluation technique qui est réalisée par des pharmaciens inspecteurs qui rendent un avis technique. Donc on a des échéances de 4 mois pour rendre ces avis. Il y a également l'ordre des pharmaciens qui passe également dans les PUI pour donner un avis technique. Et sur la base de ces avis, il y a une autorisation, une non-autorisation des PUI. Donc en quoi la certification est utile? La certification, elle alimente, avant d'aller en visite d'autorisation, c'est un outil utilisé avant le mécanisme d'autorisation, et à l'inverse, ce qui ressort des autorisations, ça peut également être transmis aux experts visiteurs, aux besoins, pour leur donner des éléments d'éclairage et de contexte. Les enjeux sont partagés. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que sur des visites d'autorisation,
on a exactement finalement le même objectif final, que ce soit la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse, d'éviter les erreurs médicamenteuses. Donc éviter les erreurs, ça passe par des outils. Sécuriser les médicaments à risque, vous verrez un certain nombre d'outils qui sont proposés par l'Omedit. Mais pour nous, quand on fait des visites de PUI, bien c'est un élément qui est fondamental, c'est-à-dire que c'est toute la chaîne qu'on va regarder, notamment ce qui est préparé par les PUI, comment c'est rangé dans les PUI, comment c'est conservé dans les PUI, ça fait partie de la sécurisation de ces médicaments. La promotion du bon usage des antibiotiques, également un objectif partagé. La promotion de la pharmacie clinique, je vous montrerai à travers un ou deux critères en quoi on a des points communs avec toute la réglementation sur les PUI. Et le développement de la culture de la pertinence des prescriptions. Donc tout ça, c'est absolument partagé par finalement toutes les personnes qui vont venir vous voir, que ce soit les experts visiteurs ou des inspecteurs. Vous le savez tous, je le rappelle, malheureusement, on a des marges de progression, on a toujours des chiffres quand même importants. Donc les chiffres, je les sors de la fiche que vous avez élaborée au niveau de la HAS. Donc 32,9% du total des EIG liés aux soins, c'est du médicament. Parmi ces 32,9%, on a à peu près 50% qui sont évitables. Donc il y a encore de la marge de progression. La stratégie nationale de santé 2018-2020 a montré que 20 à 30% des prescriptions ne sont pas pertinentes. On a des bilans de certification qui nous montrent qu'on a toujours des réserves sur les médicaments et sur les dispositifs médicaux. Et nous, en termes de visite de PUI, vu qu'on commence à avoir l'expérience de cette phase 1 sur les PUI, ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore de la marge de progrès dans certains établissements, que ce soit sur les conditions de stockage, que ce soit sur le développement de la pharmacie clinique. Voilà, on a des choses qu'on partage tout à fait. Donc à travers 3 exemples, je vais vous montrer en quoi, si vous voulez, le travail qui est mené en certification, il peut vous être utile dans le mécanisme d'autorisation. Donc il faut absolument, à mon sens, que tout ça se croise. Je vous prends l'exemple des critères sur la pharmacie clinique. Critères 2207 et le 2303 sur l'analyse pharmaceutique. Il faut savoir que dans la réglementation, la pharmacie clinique, ça fait partie des obligations d'une pharmacie à usage intérieur. Et dans les textes, il y a également une description de ce qu'on entend par la pharmacie clinique, parce que souvent c'est une terminologie assez générique. La conciliation fait partie de la pharmacie clinique, mais il y a d'autres éléments. Il y a les bilans de médication, il y a les plans personnalisés pharmaceutiques, il y a tout ce qui est entretien pharmaceutique. L'analyse pharmaceutique, on a un article dans la loi qui dit que théoriquement le DP, le dossier pharmaceutique, il est ouvert pour chaque bénéficiaire. Donc théoriquement, on s'attend à avoir des DP ouverts dans tous les établissements. C'est pas du tout le cas, donc c'est important. Voilà, ça fait partie, en tout cas nous, de nos bilans sur les autorisations de PUI, des points vraiment à améliorer. On observe que la pharmacie clinique, voilà, il y a encore beaucoup de marge de progression. Alors bien évidemment, ce qu'on voit nous aussi en autorisation, c'est les moyens qui sont alloués. Quand on fait une évaluation en autorisation, on évalue les moyens et la qualité. Donc voilà, il y a des investissements à réaliser et ça on peut l'observer sur site. Je vous parle d'un autre exemple, le critère 2307 sur l'approvisionnement, le stockage. On a un certain nombre de critères également qui sont dans les textes sur les pharmacies à usage intérieur. Donc ça c'est un point fondamental et également nous avons une vigilance très particulière sur les conditions de stockage des produits thermosensibles et puis du suivi de ce stockage. Donc ça, dans les services de soins, c'est aussi un point majeur qui est observé en certification. Sur les dispositifs médicaux, il y a des textes assez récents où il y a encore de la marge de progression sur notamment le management de la qualité, sur les dispositifs médicaux implantables dans les établissements. Donc là, on a pas mal aussi de questionnements sur les process, sur les responsabilités. Donc là aussi, des croisements, puisque nous allons vérifier en partie les modalités de préparation, de traçabilité.
Et la certification, par exemple, va regarder sur des critères les modalités d'information des patients. Donc ça fait partie aussi des textes généraux importants. Et enfin, sur les pratiques d'administration, et là j'en reviens sur le sujet des médicaments à risque qui va être plus développé par Marine. L'administration, c'est une des étapes, c'est la dernière, entre guillemets, du circuit. Mais nous, ce qui va nous importer, c'est aussi la modalité de préparation à l'administration, la sécurisation. On a beaucoup d'enjeux au niveau des PUI sur la PDA, la préparation des piluliers, avec malheureusement pas beaucoup de textes sous la main. Mais en tout cas, on est très vigilant sur cette préparation des doses administrées et sa sécurité avant l'acte d'administration. Donc une approche globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces mécanismes s'interfèrent. Je rajoute la contractualisation, vous retrouvez à peu près toujours les mêmes items, et l'importance en effet d'utiliser pour vous le travail réalisé pour d'autres mécanismes administratifs et inversement pour nous d'utiliser vos résultats de façon à prioriser un petit peu nos missions. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté ces connexions rassurantes entre les différents dispositifs. Marine, je ne te mets pas la pression, mais tu vas rattraper le temps. Les médicaments à risque. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente Marine Doutremépuis, pharmacien au sein de l'Omedit, et je vais essayer d'accélérer. Donc, juste pour faire participer au début sur ce sujet que vous maîtrisez forcément très bien, donc je vais vous demander de lever la main pour les réponses que vous pensez justes sur la définition des médicaments à risque. Donc, est-ce que tous les médicaments sont à risque ? D'accord. Est-ce que ce sont ceux qui ont des conséquences graves pour le patient ? Bon, très peu sont d'accord, ou alors vous ne voulez pas lever la main. Le plus souvent, ce sont ceux à marge thérapeutique étroite. Non. Ah, heureusement qu'il y a une volontaire au fond, merci. Ce sont ceux qui entraînent les erreurs les plus fréquentes. Oui. Et ce sont ceux qui entraînent un risque plus élevé de causer des dommages aux patients. Très bien. Donc effectivement, tous les médicaments ne sont pas à risque. C'est pour ça qu'on vous demande d'établir une liste propre à votre établissement et à votre service. Ce sont ceux qui ont des conséquences graves pour le patient. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place des mesures barrières pour éviter les erreurs. Ce sont le plus souvent ceux à marge thérapeutique étroite, puisqu'effectivement, la zone de toxicité, la zone d'efficacité est proche. Donc là aussi, on aura des conséquences importantes pour le patient. Ce sont ceux qui entraînent les erreurs les plus fréquentes, pas forcément, puisqu'on va surtout regarder la criticité, c'est-à-dire la fréquence d'apparition fois la gravité et la conséquence pour le patient. Et donc, on essaye d'avoir une criticité importante pour le retenir dans sa propre liste. Et donc, bien évidemment, ce sont ceux qui causent des dommages importants pour le patient, on l'a vu. Donc les définitions, je vais passer vite puisque vous les connaissez par cœur. Donc c'est l'arrêté du 6 avril 2011 qui reprend la définition sur la sécurisation des médicaments à risque à toutes les étapes du circuit, c'est-à-dire à la prescription, à la dispensation, à la détention et au stockage, et à l'administration et au suivi thérapeutique pour éviter du coup d'avoir des conséquences graves pour le patient. Au niveau de la certification, sont donnés en exemple donc des médicaments qui ont des dénominations à risque de confusion. Il peut y avoir du coup des risques au niveau du stockage, au niveau du picking, au niveau de la prescription ou même au niveau de l'administration. Les médicaments à marge thérapeutique étroite, on l'a vu. Les médicaments qui ont des modalités d'administration particulières, donc les médicaments qui soient un jour impair, un jour pair, administration une fois par semaine, en hebdo ou en tous les mois, et les médicaments à posologie dépendante du poids, puisque là, il y a des calculs, donc ça peut entraîner des erreurs. Sont souvent utilisés dans la liste la liste des Never Events que vous connaissez, donc les erreurs qui ont été listées par la NSM, donc ce qu'on voudrait plus qui ne devrait jamais arriver.
Donc, je vous ai remis la liste que vous connaissez par cœur, j'imagine, et qui sont souvent retenus par les établissements. Donc, vous voyez, on retrouve très bien les anticoagulants, l'insuline, les chimiothérapies pour ceux qui sont concernés, bien évidemment les solutés comme le chlorure de potassium, l'insuline, les gaz comme le méopa, et souvent sont retenus aussi les pompes à morphine pour les erreurs de calcul de dose. Donc, le critère de la certification que vous connaissez par cœur, donc le 2306, là j'arrête pas d'appuyer, critère impératif, donc bien évidemment, donc qui va cibler les médicaments à risque. Donc là, l'équipe se doit de respecter les bonnes pratiques des médicaments à risque à toutes les étapes du circuit. Donc, point important, bien évidemment, on doit sécuriser à chaque étape de la prescription à la dispensation, au stockage et à l'administration et au suivi. Donc, pour mettre en place des mesures barrières, donc on ne se limite pas à l'identification, à avoir un sticker. Il faut bien évidemment connaître les risques de ces médicaments pour mettre en place des mesures adaptées et savoir les risques du coup inhérents à une erreur de chacun pour avoir des conduites à tenir. Donc, l'équipe doit connaître cette liste. Elle doit être du coup consultable pour l'ensemble du personnel. Elle est élaborée avec l'ensemble des équipes et elle doit être revue et renouvelée et adaptée du coup si vous êtes en grand établissement au service, puisqu'une liste adaptée à la pédiatrie sera bien évidemment différente pour un service de réanimation ou de chirurgie ou de gériatrie. Donc les professionnels doivent être sensibilisés aux risques encourus par ces médicaments. Donc, il doit y avoir des formations régulières et adaptées. Et les règles de stockage, donc, comme on l'a dit, Julie, de température et de sécurisation sont encore plus à sécuriser pour ces médicaments à risque. Donc là, je vous fais juste un focus par rapport à ce qui a été dit ce matin sur l'accompagnement qu'on peut faire au niveau de l'Omédite. Donc là, je vous ai fait le focus sur l'HAD parce que c'est le dispositif que moi, je mets en place en région et on a été mandaté par 5 HAD en région cette année. Donc, on a réalisé des accompagnements sur site et on a notamment fait un accompagnement sur le circuit des médicaments à risque. Donc, on réalise un état des lieux sur du coup l'identification déjà de ces médicaments et les mesures barrières qui sont mises en place à chaque étape du circuit. Donc, on fait des audits sur site donc, au niveau de la structure de l'HAD. On se déplace, comme on l'a dit ce matin, au domicile des patients et aux pharmacies d'officine pour les HAD sans PUI. On organise donc, du coup des journées de sensibilisation pour les professionnels salariés. Donc, sont concernés donc, bien évidemment tout le professionnel de l'HAD, que ce soit le directeur, les cadres, le responsable qualité, les praticiens, médecins praticiens de l'HAD, le pharmacien s'il y en a, les IDEC et les infirmières. On a pu faire aussi des soirées de sensibilisation. Donc ça, c'est important pour les HAD puisqu'il y a aussi un grand nombre de professionnels libéraux qui interviennent. Donc c'est porter l'information et former l'ensemble des professionnels. Donc on faisait des soirées un peu ville établissement de santé avec du coup les médecins libéraux, les pharmaciens d'officine et les IDEL. Et on réalisait des plans d'action personnalisés du coup pour mettre en place des mesures correctives s'il y avait des écarts. Donc ça, j'ai passé très vite puisque voilà, ça concerne l'HAD, mais c'était pour vous remettre le circuit, ce qui était vraiment vu lors de ces audits. Donc on fait vraiment un point d'étape sur l'ensemble du processus, c'est-à-dire de la prescription. Donc c'est vraiment un élément fort pour l'HAD puisqu'il y a une multiplicité d'intervenants. Donc on est vraiment dans le lieu de la coordination et du parcours puisqu'on a des prescriptions à la fois d'hôpital, des prescriptions du médecin praticien d'HAD qui peuvent arriver et beaucoup de prescriptions forcément du médecin généraliste. Donc le lien est fait bien évidemment avec l'informatisation qui permet de sécuriser l'ensemble du processus et la conciliation médicamenteuse pour essayer d'avoir la juste liste des traitements pour le patient. On poursuit avec la dispensation. Donc la dispensation en lien avec l'analyse pharmaceutique qui est faite soit par la PUI, si c'est HAD avec PUI, ou par la pharmacie d'officine. Là aussi le lien avec la conciliation, le transport qui doit être sécurisé. Le domicile avec le stockage, donc point important pour l'HAD, puisqu'effectivement, il y a le stockage qui est fait au domicile du patient et donc on doit séparer les médicaments dispensés par l'HAD des médicaments qui peuvent être déjà stockés par la famille ou l'entourage au domicile. L'administration, donc fait par les infirmières, avec le lien avec bien évidemment l'autonomie du patient qui doit être évaluée, tracée et réévaluée au long du séjour. La surveillance et la gestion des retours et des déchets. Et donc, une attention particulière doit être portée
pour les médicaments à risque sur l'ensemble du circuit et sur les risques encourus à chaque étape du circuit. Et donc voilà, je vais terminer par le retour d'expérience des 5 visites que nous avons réalisées en région, où du coup la to-do list entre guillemets des établissements que nous avons pu voir, ça a été voilà de réidentifier et de vraiment rétablir la liste des médicaments à risque et d'informer l'ensemble des professionnels. Donc voilà, d'assurer notamment le stockage au domicile des patients. Donc c'est un point plus compliqué pour les HAD, bien évidemment, puisqu'il faut qu'ils aient des mallettes sécurisées. Donc c'est toute une organisation complexe à mettre en place. Et bien évidemment, la sensibilisation des professionnels, puisque voilà, évidemment, on a des professionnels salariés et libéraux qui interviennent à chaque étape du circuit du médicament. Et j'ai terminé. Je crois qu'on peut féliciter Marine et Julie. Parole élevée.